Notre enquête sur la légalisation du cannabis commence au Guerrero, au sud-ouest du Mexique. Ce paysan travaille pour les cartels de la drogue. Il fait pousser du cannabis illégal à destination des États-Unis. Je vends ma marijuana à des filières clandestines. En 1992, j'avais 14 ans et je semais déjà de la marijuana, illégalement. Ça se vendait 1000 pesos le kilo. Mais depuis que certains États américains produisent légalement du cannabis, les cartels ne lui achètent plus sa récolte. Quand ils ont légalisé le cannabis au Colorado, ça nous a fait du tort. Ça nous a fait perdre un marché. On a perdu des millions de clients qui achètent ça légalement aujourd'hui, comme ils achètent une cigarette ou un chewing-gum. On ne peut pas rivaliser avec une offre légale et meilleure. Si notre produit ne se vend plus, on perdra la bataille. Depuis quelques années, dans une dizaine d'États américains, on peut acheter de la marijuana ou cannabis en toute légalité, sans fréquenter le marché noir. En Suisse, on trouve des cigarettes au cannabis dans les supermarchés ou dans les gares. En Allemagne, son usage médical est autorisé et remboursé. Au Canada, le business du cannabis est devenu une industrie prospère, cotée en bourse. C'est quand même un marché important parce que c'est un marché qui serait supérieur à celui du tabac. Et pourtant, cette plante a longtemps été interdite. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Depuis 1961, le cannabis est classé par les conventions de l'ONU comme une substance illégale, au même titre que l'héroïne ou la cocaïne. Marijuana, pot, grass, whatever you want to call it, is probably the most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Depuis, les États ont consacré des centaines de milliards de dollars à la guerre contre les drogues. I shall continue to oppose efforts Une guerre totalement inefficace. to legalize marijuana. Jamais la consommation de cannabis n'a été aussi élevée à travers le monde. Alors n'est-il pas temps de légaliser le cannabis comme l'alcool ou le tabac? Dans certains pays, comme en France, la classe politique refuse d'entamer le débat. Pourtant, 700 000 Français, adolescents et adultes, fument chaque jour. Et 17 millions de Français ont déjà fumé. À bas la prohibition du cannabis. En France, nous réclamons un véritable débat. Nous voulons la dépénalisation de l'usage. Tous les mains en l'air, tous les mains en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, main en l'air, main en l'air, main en l'air. Go, go. La politique actuelle ne satisfait ni les consommateurs, ni les médecins, ni la police. La position de la France est une non-position, c'est-à-dire elle ne prend pas du tout acte de l'échec de ses politiques publiques depuis 40 ans. On est le dernier pays aujourd'hui parmi tous nos voisins à ne pas avoir au moins dépénalisé. Alors, que se passe-t-il quand des États légalisent cette substance? Comment réagissent les mafias qui détenaient jusque-là le monopole de ce commerce? Les criminels ont de l'avenir, mais pas dans le cannabis. À qui profite vraiment la légalisation? Aux États-Unis, le cannabis est interdit au niveau fédéral depuis 1937. Mais depuis quelques années, le débat sur la légalisation se répand au niveau des États. Au Michigan,
les électeurs vont voter par référendum sur la proposition numéro 1 de légaliser la substance. Depuis le Colorado et l'État de Washington en 2014, 9 États autorisent le cannabis pour les adultes. Le Michigan sera peut-être le 10e. Une victoire pourrait encourager ses voisins à faire de même. Nous avons besoin de changement au Michigan. Grâce à la proposition numéro 1 de ce référendum, les partisans de la légalisation peuvent présenter leurs arguments dans les médias. Je vote oui à la proposition 1. Voter oui, c'est moins de dealers dans les rues. La légalisation marche ailleurs. Au Colorado et dans l'État de Washington, il n'y a pas eu d'augmentation de la consommation de marijuana chez les adolescents. Et plus de 500 millions de revenus pour le Michigan. Oui à la proposition 1. Je suis fière de voter oui. Votez oui à la proposition 1. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Dans les quartiers pauvres, une grande partie de la population afro-américaine s'oppose à la légalisation. Pardon, monsieur. Vous voulez un peu de lecture sur la proposition de légalisation? Nous sommes contre la légalisation de la marijuana à des fins récréatives. Merci beaucoup. Ils refusent l'implantation de magasins de cannabis dans ce quartier où la consommation est déjà très importante. Nous ne voulons pas de cannabis récréatif, parce que ce sera comme les magasins d'alcool. Ils vont légaliser, ouvrir des boutiques juste à côté des magasins d'alcool, et n'importe qui de plus de 21 ans pourra en acheter. Ça va pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ceux qu'ils ont mis en prison pour drogue, ils vont les laisser sortir? Certains craignent que le produit ne soit encore plus banalisé. Ça fait du mal aux enfants. Ils consomment de la drogue parce qu'ils voient que tout le monde le fait. À l'époque, même si vos parents le faisaient, ils le faisaient pendant votre absence, au sous-sol ou dans l'arrière-cour ou sur le toit. Maintenant, ils veulent tout rendre légal. Je veux pas vivre ça. Ils veulent faire grandir les enfants trop vite. Ces militants anti-légalisation ne croient pas que les futures taxes du cannabis bénéficieront à leur communauté. On nous avait dit que si on légalisait le tabac, si on légalisait l'alcool et les jeux d'argent, les taxes permettraient d'entretenir nos écoles. Si c'était le cas, aujourd'hui on devrait avoir certaines des meilleures écoles du pays. Parce que nous avons légalisé, nous avons taxé ces commerces. Mais en fait, qu'est-ce qui revient à notre communauté? On n'en voit pas la couleur de ces recettes supplémentaires. Donc ce qui se passe, c'est qu'on veut imposer une substance de plus à nos communautés. Alors moi je dis, nous avons été dupés par l'alcool, dupés par la loterie, ne soyons pas dupés par la drogue. Les partisans de la légalisation ont déjà remporté une première victoire. Depuis un précédent référendum, des dispensaires vendent de la marijuana sur recommandation médicale. La marijuana possède une centaine de molécules actives sur le cerveau. La plus connue est le THC, dont les effets psychoactifs génèrent le sentiment d'euphorie recherché par les fumeurs de joint. Une autre molécule est le CBD, aux propriétés thérapeutiques. Elle a des effets anxiolytiques et antiépileptiques. Elle est utilisée contre certaines douleurs, contre les nausées. Pour les habitants de ce quartier pauvre, il n'est pas question d'aller au-delà de l'usage médical. Je vous appelle pour savoir si je peux compter sur votre soutien pour voter non à la proposition 18.1. C'est ça. Votez non à la proposition 18.1. Ce démarchage téléphonique est financé par un homme, Kevin Sabet, ancien conseiller des présidents Clinton, Bush et Obama pour la lutte contre les drogues. Il a réuni des millions de dollars depuis 2014 pour faire barrage à la marijuana.
Bonjour tout le monde, mon nom est Kevin Sabet. Le magazine Rolling Stone me considère comme l'ennemi numéro 1 de l'industrie du cannabis. Et c'est un honneur pour moi. L'industrie du cannabis fait de moi un démon. Mais quand le diable vous appelle le diable, ça ne compte pas. Donc moi, ça me va. J'ai commencé à enquêter sur cette industrie du cannabis quand j'ai entendu dire que des gens voulaient légaliser la marijuana. Alors je me suis renseigné, j'ai creusé. Et plus je creuse, plus je trouve ça mauvais. Plus je creuse, plus je vois qu'il s'agit de quelques riches qui veulent gagner beaucoup d'argent. Et laissez-moi vous dire que ces gens sont déjà riches. Nous avons une campagne dans le Dakota du Nord, dans le New Jersey, à New York. Je suis à Washington tout le temps. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je ne pensais pas que c'était gagnable. Voulez-vous une société libre de toute drogue ou une société où la drogue est libre? Pensez-y. Merci. L'adversaire de Kevin Sabet, c'est Matt Feich. Il est le directeur adjoint du Marijuana Policy Project, la principale organisation pro-légalisation. Ces militants considèrent que la prohibition du cannabis est un système profondément injuste. Pourquoi souhaitons-nous mettre fin à la prohibition de la marijuana? Parce que c'est un échec cuisant des politiques publiques. Il est difficile de trouver d'autres politiques qui ont échoué si tristement dans l'histoire du pays. Et pour moi, il s'agit d'une injustice raciale. Les Afro-Américains du Michigan sont 2,6 fois plus susceptibles d'être arrêtés pour marijuana que les Blancs. Et ceci, même si les deux groupes utilisent la marijuana à peu près dans les mêmes proportions. Prenez les pancartes, montrez aux habitants du Michigan qu'il y a des gens qui veulent que la proposition de légalisation aboutisse. Autre argument, la prohibition du cannabis coûte cher aux contribuables. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions légaliser, réglementer et taxer la marijuana. La première concerne les ressources de maintien de l'ordre. Ça n'a aucun sens que la police intervienne pour des infractions liées à la marijuana. C'est un gaspillage de l'argent public. En outre, nous engorgeons les tribunaux, nous gaspillons le temps des procureurs, le temps des juges, ça crée des coûts supplémentaires pour le public. C'est un gaspillage énorme. Nous avons tout intérêt à nous concentrer sur les crimes vraiment graves dans ce pays. S'attaquer aux organisations criminelles, en les privant d'une partie de leurs ressources, c'est l'un des objectifs de la proposition de loi. Retirer la production et la distribution de marijuana du marché illicite et empêcher les revenus générés par le commerce de la marijuana d'aller aux entreprises criminelles ou aux gangs. Je cultive 3 souches différentes. Je les fais pousser depuis 10 ans et j'essaie de les perfectionner et de faire le meilleur produit possible. Le numéro 1 est Moneymaker. C'est un hybride. C'est moitié-moitié des variétés Sativa et Indica. Et je fais de l'OG Kush à environ 12% de THC. Et j'ai du Lemon Kush. Et c'est avec ça que je travaille. À mon avis, la légalisation n'est pas une bonne chose pour mon business. C'est les grandes entreprises qui vont prendre le contrôle. Et finalement, ce sera comme avec l'alcool. Ça nous sera enlevé.
On sera obligé d'aller se fournir auprès des grandes entreprises. Mes prix sont les prix de la rue. En ce moment, je vends une once pour environ 200 $. Et avec la légalisation, je devrais peut-être tomber de 200 à 150, juste pour être compétitif. Qu'est-ce que je vais devenir? Ben, j'irai chercher du travail dans un magasin de cannabis. La légalisation tient-elle ses promesses? Quels sont les avantages pour le consommateur et pour la société? La réponse se trouve en partie au Colorado. Nous sommes à Trinidad, dans le Colorado, à environ 13 km de la frontière avec le Nouveau-Mexique. Nous marchons actuellement dans ce que les habitants appellent le corridor du cannabis. Nous avons environ 6 à 7 dispensaires ici même, dans cette rue. Les parkings sont prêts à accueillir les consommateurs qui viendront acheter leur cannabis légal. Ici, le cannabis est en vente libre depuis 2014. Ce commerce attire une clientèle venue parfois des États voisins. Entouré de 8 États prohibitionnistes, le Colorado est devenu une oasis du cannabis. Lorsque vous entrez chez Strawberry Fields, vous arrivez dans notre hall. Vous êtes accueilli par notre agent de sécurité, Tony, qui vérifie vos pièces d'identité pour s'assurer que vous avez le droit d'acheter du cannabis légal. Nous avons d'autres mesures de sécurité dans cette pièce, comme les caméras. Nous sommes tenus par la loi de filmer 24 heures sur 24 et nous conservons les images pendant 40 jours. Hey, salut mec, ça va? Nous avons également notre zone réglementée en accord avec l'article 403, qui stipule que pour entrer dans la zone d'accès restreint, vous devez avoir plus de 21 ans. Pour capter les habitués du marché noir, ces magasins proposent une bonne vingtaine de variétés de fleurs séchées. La fleur séchée, c'est la partie de la plante qui contient du THC et que fument les consommateurs. Avec cette offre 10 fois plus large que dans la rue, acheter sa drogue est devenu une expérience commerciale à part entière. On vient ici choisir son herbe comme on choisit son thé. Et pour l'emporter face aux dealers, le marché légal n'hésite pas à proposer des produits beaucoup plus forts. Dans le système réglementé, vous entrez, vous pouvez regarder les produits, être renseigné par des vendeurs d'herbes hautement compétents. Alors qu'au marché noir, vous allez vous retrouver dans un entrepôt ou un endroit sombre où vous ne pourrez acheter que ce qu'ils ont. Si j'achète dans la rue, j'ai l'impression de financer un sale business. Je suis sûre que tout remonte au cartel. Je préfère venir ici et acheter là où je sais que c'est testé. J'aide les entreprises locales, j'aide un secteur à se développer. Je le fais en toute légalité. Et c'est moins cher en fait. Chez moi, je paye 300 à 350 $ pour une once. Ici, c'est une pour 60 $. Depuis 2014, il s'est vendu pour 6 milliards de dollars de marijuana dans les boutiques du Colorado. Autant qui ne sont pas tombés dans les poches des trafiquants. Sur ce point, la promesse des partisans de la légalisation est tenue. Aujourd'hui, cet État compte plus de magasins de cannabis que de Starbucks et de McDonald's réunis. Les autorités du Colorado suivent de près l'impact de ce nouveau marché. Depuis la légalisation de la marijuana récréative, nous n'avons constaté aucune augmentation de la consommation des jeunes. C'est resté à peu près la même chose. Chez les adultes, au départ, ça n'a pas changé. L'année dernière seulement, nous avons observé une légère augmentation chez les jeunes adultes. Si on doit s'inquiéter de l'addiction, de la conduite sous emprise de substances, des substances que les enfants consomment, de ce que les jeunes enfants trouvent chez leurs parents, alors on devrait parler d'alcool.
On ne devrait pas parler de marijuana, car du point de vue de la santé publique, la marijuana n'est pas sur notre radar comme l'est l'alcool. Les substances psychoactives légales sont effectivement les plus mortelles. Aux États-Unis, d'après les autorités de santé, l'alcool est responsable de 88 000 morts par an. Le tabac, 480 000. Mais personne ne meurt du cannabis. Il a néanmoins des effets négatifs sur l'organisme, notamment chez les jeunes. Il peut provoquer des psychoses, perturber le rythme cardiaque ou la mémoire. Au Colorado comme ailleurs, le cannabis avait mauvaise presse avant la légalisation. L'avocat Brian Vicente est un de ceux qui ont gagné la bataille de l'opinion publique. Novembre 2012. Avec 55% de votes favorables, les pro-légalisation remportent leur première victoire. Pour convaincre les électeurs, Brian Vicente a trouvé un argument qui sera repris au Michigan. L'industrie de la marijuana au Colorado génère $1 milliard. Avant l'adoption de l'amendement 64 en 2012, tout cet argent alimentait le marché clandestin. Tout cet argent tombait dans les poches des cartels et des gangsters. Nous avons présenté un plan pour taxer la marijuana et faire entrer cet argent dans les caisses de l'État. Et ça a plu aux gens. Surtout, il s'engage à redistribuer les impôts du cannabis dans l'éducation. Votons pour les bonnes personnes et contre les mauvaises. Faisons en sorte que l'argent de la marijuana aille à nos écoles plutôt qu'à des criminels au Mexique. Votez pour le Colorado. Votez oui à l'amendement 64. Quand nous avons commencé la campagne avant de nous présenter aux électeurs, nous avons engagé un groupe d'experts pour faire des projections et évaluer le montant des recettes fiscales qui pourraient être générées. Ils ont calculé qu'environ 60 millions de dollars seraient collectés. Et quand nous avons écrit la loi, nous nous sommes dit les 40 premiers millions iront chaque année aux écoles publiques. Aujourd'hui, les recettes fiscales sont bel et bien affectées à la rénovation des écoles. Et elles sont beaucoup plus importantes que prévu. La marijuana représente chaque année environ 250 millions de dollars des recettes fiscales, sachant que le département des recettes, dans son ensemble, compte pour 12 milliards de dollars, sur un budget global de 30 milliards de dollars de l'État. La marijuana représente donc un pourcentage relativement faible du revenu de l'État. 250 millions de dollars, c'est moins de 1% du budget global de l'État. Pas de quoi révolutionner les finances publiques. Ceci dit, chaque dollar que le gouvernement peut obtenir est bénéfique. Bénéfique pour les finances de l'État, la légalisation l'est aussi pour le marché du travail. Au Colorado, la nouvelle filière du cannabis a créé plus de 40 000 emplois. La plante est devenue une marchandise agricole comme une autre. Nous sommes ici dans notre champ de cannabis. Alors un peu partout, nous avons des lignes d'irrigation qui permettent de fournir une alimentation permanente. Parmi les techniques que nous utilisons ici, nous avons un système de goutte-à-goutte automatique. Chaque plant est équipé d'un tuyau qui lui fournit un mélange d'eau et de nutriments. Donc toutes les plantes de ce champ bénéficient d'une alimentation continue. Vous voyez, si c'était illégal, je ne pense pas qu'une organisation investirait des millions de dollars dans ces produits, alors que la police peut frapper à sa porte à tout moment, saisir les plantes et jeter les gens en prison. Protégés par la légalisation, les cultivateurs prennent une longueur d'avance dans la compétition avec le marché noir. Ici, l'industrie améliore ses techniques agricoles et ses gains de productivité. Voici quelques superbes fleurs de cannabis.
Ce qui se passe ici, c'est qu'elle commence à bourgeonner et à fleurir. C'est donc là que se produit la sécrétion du THC. Comme vous pouvez le voir sur cette plante, elle est bien pleine. Et tous ces petits cristaux vont contenir tous les cannabinoïdes que nous recherchons. L'entreprise a investi 5 millions de dollars dans cette serre. D'un bout à l'autre de la chaîne, de nombreux équipements industriels sont utilisés dans cette serre. La majorité, plus de 90%, presque 100% de cette serre est contrôlée à distance par un système informatique. Ça va des stores, aux murs d'eau derrière nous, jusqu'aux lignes d'irrigation, toute la structure. Ces investissements lui permettent de produire 5 récoltes par an, contre 1 ou 2 dans les champs illégaux. La rentabilité est exceptionnelle. Nos dépenses mensuelles varient entre 40 et 50 000 dollars. Nos revenus s'élèvent à environ 400 à 500 000 dollars. Partie de zéro, la nouvelle filière du cannabis est aujourd'hui un des secteurs à la plus forte croissance aux États-Unis. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'industrie développe de nouveaux produits pour une nouvelle clientèle, celle qui ne fume pas de cannabis. Des produits comestibles. Ces produits alimentaires sont fabriqués avec de l'huile de cannabis distillée et non du beurre de cannabis. La majorité de nos consommateurs n'aiment pas particulièrement le goût du cannabis quand ils en mangent. C'est donc l'un des principaux avantages de l'utilisation de distillats dans les produits alimentaires. Ils éliminent en partie le goût du cannabis. Nous voulons rendre cela alléchant et délicieux pour nos clients. C'est pourquoi nous utilisons cette couleur orange foncé qui doit vous donner envie de dévorer toute la boîte. Si nous avons des produits comestibles au cannabis, des petits oursons, des crèmes glacées, des sodas, des chocolats, des biscuits à la fraise, des gâteaux, des brownies, c'est avant tout parce que fumer est passé de mode en Amérique. C'est un moyen de faire connaître la marijuana à de nouvelles personnes, à des jeunes, d'attirer de nouveaux clients. Voulez-vous fumer une cigarette dégoûtante ou manger un bon brownie au chocolat avec un petit peu de THC. Et c'est ce qui me préoccupe avec la marijuana, que l'industrie innove, crée de nouveaux produits et vende des produits plus meurtriers, qui au fil du temps feront beaucoup plus de victimes que si elle était toujours illégale. Et que seul un petit nombre de personnes l'utilisaient et que nous n'avions pas les innovations du marché. Dites ce que vous voulez à propos de Pablo Escobar et des seigneurs de la drogue colombiens et mexicains. Ils n'ont pas créé les petits oursons à la marijuana. Ils n'ont pas créé le pur concentré à 99% de THC. Prenez le tabac, l'alcool et le café. Ce sont les psychoactifs les plus utilisés, non? Vous pouvez changer le goût et vous pouvez changer la puissance. Mais avec le cannabis, vous pouvez varier le goût, la puissance et le mode d'administration. Vous pouvez avoir un spray, vous pouvez avoir une pastille, vous pouvez avoir une teinture. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle dimension, vous augmentez de manière exponentielle les possibilités de combinaison, permettant de créer différents produits pour différents objectifs, pour différents consommateurs. C'est le rêve pour le merchandising. Depuis quelques années, le cannabis entre de plein pied dans l'économie de marché. Le secteur connaît un boom économique qui rappelle celui des nouvelles technologies. Au cœur de la Silicon Valley, des centaines d'entreprises présentent les outils et les accessoires dont l'industrie a besoin pour se développer. Certains imaginent un monde où les joints seront disponibles dans des distributeurs automatiques. Le cannabis a même son lobby, la National Cannabis Industry Association, qui défend les intérêts de 2000 entreprises. Sa priorité est de faire pression sur Washington pour légaliser dans tout le pays. Ce qui changera vraiment les choses, c'est quand la loi fédérale sera modifiée. Quand le secteur du cannabis ne sera plus illégal au niveau fédéral. Quand ça se produira, on passera à la vitesse supérieure.
Et il y aura une frénésie d'acquisition parmi les investisseurs institutionnels. Les 500 plus grosses sociétés américaines et les multinationales du monde entier vont se ruer pour racheter des entreprises et se positionner en tête de ce secteur. En attendant la levée de l'interdiction fédérale, les start-up cherchent à décrocher la première place. La chaîne MedMen veut devenir la marque leader du secteur, le Starbucks du cannabis. Cette industrie, c'est vraiment une course de vitesse, parce qu'on en est au tout début. Beaucoup de gens essayent de s'établir comme le futur Facebook ou Anheuser-Busch, ou ce que vous voulez, comme une marque leader d'une industrie donnée. Quand une industrie démarre, c'est une course. Pour s'imposer, la marque doit investir beaucoup, et vite. Mais à cause de l'interdit fédéral, les banques américaines refusent de prêter. Elles risqueraient d'être accusées de blanchiment d'argent de la drogue. Je ne peux pas aller à la banque JP Morgan et dire « J'ai une bonne idée, je voudrais un prêt de 50 millions de dollars ». Alors ils diront « Quel genre d'entreprise ?»« La marijuana ». Et là, boum, la conversation est finie, n'est-ce pas? Quand on développe une industrie qui nécessite un investissement en capital, surtout ces dernières années, les fonds viennent de capital risqueurs, de hedge funds, de particuliers fortunés. Donc pour simplifier, ce sont des personnes riches qui ont beaucoup d'argent qui investissent dans cette industrie. Car nous ne pouvons pas aller à Wall Street pour lever des fonds. Wall Street n'accepte pas les sociétés américaines du cannabis. C'est donc dans un pays qui a légalisé au niveau fédéral que MedMen est allé lever des fonds. Au Canada. Actuellement, à la bourse canadienne, notre capitalisation boursière, ou la valeur de notre société, se situe autour de 1,5 milliard de dollars américains. Du cannabis coté en bourse. Des milliers d'emplois créés et des impôts reversés aux écoles. Il semble loin le temps où l'Amérique voulait faire barrage à la drogue. I shall continue to oppose efforts to legalize marijuana. Marijuana is a weed and spreads like crabgrass once it goes to seed. But 3 Marines armed with flamethrowers live up to the Corps' boast. They have the situation well in hand. Pourtant, au Mexique, cette guerre contre les drogues se poursuit. Ce champ illégal a été repéré par l'armée sur un terrain appartenant à l'État. Voici la marijuana des cartels. Une production acheminée aux États-Unis par des filières illégales. Nous sommes dans la zone du cartel du Pacifique, le cartel du Sinaloa, celui de Chapo Guzman et de El Mayo Zambada. Si on ne l'avait pas arrachée, je crois qu'en une semaine, elle serait à la frontière. L'éradication que nous sommes en train de faire, c'est pour que les drogues n'arrivent pas jusqu'à vos enfants. Les États-Unis ont une politique très hypocrite. D'un côté, ils avancent vers la légalisation dans leur pays, alors qu'en dehors des États-Unis, ils continuent de promouvoir la guerre contre les drogues, le renforcement de la police, des armées, pour que la guerre contre les drogues se poursuive dans les pays du Sud. Cette politique destinée à protéger les populations américaines, la société mexicaine en paie le prix fort. La guerre des drogues a renforcé les cartels. Depuis 2006, le Mexique vit le deuxième conflit le plus meurtrier au monde, après la Syrie. 200 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. L'État du Oaxaca, dans le sud du pays,
est un haut lieu de culture de marijuana. Il n'est pas simple d'accéder aux terres en toute sécurité. Elles sont l'objet de conflits entre les villages. Ces paysans, dont certains plantent de la marijuana, ont constitué un groupe d'autodéfense pour protéger leurs champs. Ils veulent qu'on quitte nos terrains pour pouvoir cultiver de la marijuana dessus. Mais nous, on ne va pas permettre ça. On ne va pas quitter des terres qui nous appartiennent. On est prêt à se défendre jusqu'à la mort. On en a marre des gens de San Vicente. Ils ont humilié le village de Sola de Vega. On ne veut pas qu'ils continuent à tuer nos gens. Le village de Pacho Ancho nous appartenait et ils nous l'ont pris. Ils ont brûlé nos maisons, nos animaux, nos récoltes. On en a marre et on est prêt à défendre nos terres. Un villageois a accepté de nous emmener voir un de ceux qui fournissent de la marijuana au cartel. La variété cultivée dans cette région est consommée aux États-Unis depuis les années 70. La guerre contre les drogues n'a jamais pu la faire disparaître. Ici, la marijuana est arrivée dans les années 80. Je le sais parce que j'étais déjà grand. Je devais avoir 20 ans. On est environ 5300 habitants dans le district de Sola de Vega. 2000 ou 1500 personnes cultivent de la marijuana. Il y en a qui produisent 5 kilos, d'autres 10 kilos ou 20 kilos. Et ils la vendent à quelqu'un qui sert de grossiste. Aujourd'hui, les cartels ont du mal à écouler leurs marchandises. Les clients américains n'en veulent plus, ils trouvent mieux en magasin. Il y a des personnes qui gardent des stocks 1 an, 2 ans, et le produit est toujours là. Ce produit demande beaucoup de travail. C'est malheureux. Personne n'aime jeter sa production. Pour résister, ils tentent d'améliorer leurs marchandises. Cette graine, on nous a dit qu'elle était meilleure que celle qu'on cultivait avant parce qu'elle donne un meilleur produit, plus puissant. C'est les gens qui s'occupent de la vente de la drogue qui me l'ont offerte. Eux, ils essayent d'améliorer la qualité de la plante pour avoir un bon produit final. Parce que s'ils ne récupèrent pas un bon produit, ils n'arriveront pas à le vendre. Les saisies de marijuana à la frontière du côté des États-Unis ont diminué de 2/3 depuis le début des marchés légaux de cannabis récréatif. Les saisies au Mexique ont diminué de 50% durant les 4 à 5 dernières années. En termes de prix, nous sommes arrivés à un point où la marijuana produite légalement aux États-Unis est plus compétitive que la marijuana produite au Mexique et vendue sur le marché noir américain. La légalisation portera un coup mortel à l'industrie illégale mexicaine. Conséquence inattendue de la légalisation du cannabis, dans les villages du Guerrero, les cartels se tournent aujourd'hui vers des drogues beaucoup plus dangereuses. Le pavo remplace désormais la marijuana. C'est le principal ingrédient de la morphine et aussi de l'héroïne, une drogue de plus en plus en vogue aux États-Unis. Le Mexique est devenu le 3e producteur mondial d'héroïne après l'Afghanistan et la Birmanie. Aujourd'hui,
L'armée détruit plus de champs de pavot que de champs de marijuana. Ce paysan a perdu 2 hectares de pavot. On était ici dans notre plantation. On a eu le temps de se cacher avant qu'ils apparaissent là-bas et qu'ils viennent ici. Ils ont commencé par pulvériser ce champ en face. Quand ils arrivent, ils sont toujours 2. 2 hélicoptères. Il y en a un qui pulvérise et l'autre qui tourne et qui sécurise. Les soldats sont penchés avec leurs armes comme ça pour surveiller n'importe quel mouvement. Le jour où ils ont pulvérisé, on est venu tout de suite pour gratter. On n'a pas le choix. On doit faire face et recommencer. Maintenant, on doit replanter du pavot sur plus d'hectares pour nous remettre des pertes qu'on a subies. Si Dieu le veut, je cultiverai sur toute la surface, sur les 4 hectares de terrain. Ce paysan aimerait vendre sa récolte à l'industrie pharmaceutique pour faire de la morphine. Mais la production de morphine est régie par des conventions internationales qui n'autorisent que certains pays à en fabriquer. Le Mexique n'en fait pas partie. Il y a une grande contradiction. Alors qu'aux États-Unis, on a des opioïdes médicaux qui peuvent éventuellement rendre les gens accros, ici, quand un Mexicain est malade du cancer, qu'il est en train de mourir et qu'il a besoin d'un traitement palliatif pour calmer la douleur, il est presque impossible de lui trouver de la morphine. Au Mexique, les paysans qui cultivent le pavot sont condamnés à vendre leurs produits aux filières criminelles et à devenir esclaves des criminels. Pour les cartels, l'héroïne représente un chiffre d'affaires beaucoup plus important que la marijuana. L'héroïne est préparée sur place par des membres des cartels avant d'être exportée. Nous, dans l'organisation, on s'occupe de ça, de transformer la matière première, la résine de pavot. On est les cuisiniers, les chimistes, pour dire les choses autrement. Et après la transformation, on vend tout par kilo, ou bien par demi-kilo. Il manque encore une étape du processus chimique. Aujourd'hui, on ne va pas faire cette transformation, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Notre produit suivra un chemin différent pour arriver ailleurs, et là, d'autres personnes achèteront ce produit. L'héroïne ira aux États-Unis? Oui, au-delà de la frontière, pour le dire comme ça. Aux États-Unis, à l'étranger, c'est ça. Depuis quelques années, l'offre d'héroïne se répand dans les rues américaines. À Détroit, elle est plus consommée que la marijuana. Les dealers se sont adaptés au marché. Sur cette assiette, je vais te dire, il y a ce que tout le monde veut pour se défoncer. C'est ce qu'ils veulent tous, ça. La cocaïne et l'héroïne. Ceux qui voient ça, ils pensent que c'est de la cocaïne. Mais c'est de l'héroïne. Et c'est la meilleure. Qui achète de l'héroïne? C'est les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées,
les malades qui prenaient des antidouleurs, mais les médecins leur ont retiré les médicaments. Et ils n'ont pas d'autre choix que de venir dans la zone. Ici, ils trouvent des produits plus puissants à un prix inférieur. S'ils ont besoin de quelque chose, ils savent exactement où venir. Ça, là, c'est dangereux. L'héroïne, elle est de plus en plus dangereuse. Moi, je préfère ne vendre que de la marijuana si c'était possible. La légalisation du cannabis aux États-Unis ne fera pas disparaître les dealers. Ils se tournent déjà vers d'autres produits. En Europe, l'État précurseur en matière de politique des drogues, ce sont les Pays-Bas. On croit souvent que ce pays a légalisé le cannabis. C'est faux. En réalité, la consommation y est simplement tolérée. Depuis 1976, la vente est encadrée dans des coffee shops, un système de plus en plus décrié car il repose sur le marché noir. Ok, merci, bon week-end. Je peux voir ta pièce d'identité? Chaque client a droit à 5 grammes par achat. Hier, Emmert m'a donné quelque chose de délicieux. Si je le vois, je le reconnaîtrai. J'ai éventuellement du Santa Maria. Ouais, c'était du Santa Maria. Et ça, c'est du Goria. Merci, bon week-end. En H, en ce moment, c'est le Amnesiapol. C'est celui-ci. Ça marche très bien parce qu'il est pur. Il est assez fort. Il y a aussi le Lemon Haze qui marche très bien. Et parmi les cannabis blancs, c'est le Santa Maria qui marche le mieux. C'est les 3 produits que je vends le plus. La loi néerlandaise protège les consommateurs, mais pas les patrons de coffee shop. Ils n'ont pas le droit de se procurer la drogue qu'ils vendent. Un système étrange qui les contraint à s'approvisionner au marché noir. Ces joints pré-roulés sont livrés par des trafiquants. Nous sommes tolérés. Nous avons un système de tolérance. Nous sommes autorisés à vendre du cannabis, mais nous n'avons pas le droit de nous approvisionner. La porte arrière, comme on dit aux Pays-Bas, est illégale. Je peux difficilement dire d'où vient le cannabis. Certains propriétaires de coffee shop vous diront qu'il tombe du ciel, que c'est Dieu qui l'envoie. Si nous fournissons cette information, nous sommes passibles de poursuites. Le procureur pourrait dire « Ah, voici une information intéressante. Nous allons y donner suite. Et nous aurons donc un problème puisque la porte arrière est illégale. » Plus grave encore, l'approvisionnement des coffee shops sur le marché noir fait courir des risques à leurs clients. Il y a de plus en plus de cannabis trafiqué sur le marché. Il est aspergé de plastique ou trempé dans des produits divers. On ne connaît pas les conséquences quand on fume de telles substances. Sans doute cancérigènes. C'est sûr, c'est déplorable. Ça n'existait presque pas il y a 10 ans. Du cannabis trafiqué dans les coffee shops. À l'export, oui. Mais aujourd'hui, acheter du cannabis pur est devenu un véritable casse-tête. Tout a commencé dans les années 70. Les années Peace and Love, c'est l'explosion des drogues en Europe. Le gouvernement néerlandais veut protéger les jeunes en séparant le marché du cannabis, de plus en plus à la mode, de celui des drogues dures. Grâce aux coffee shops, ils n'auront plus à s'approvisionner dans la rue et à fréquenter les dealers. Mais cette décision ne devait être qu'une première étape d'une loi plus ambitieuse. Le ministre démocrate chrétien Dries van Agt est à l'origine de la loi. J'étais ministre de la Justice. C'était à moi de modifier le code pénal, de prendre des dispositions
pour que la vente et la possession de drogue dure soient pénalisées différemment, plus sévèrement que celles des drogues douces. J'aurais préféré retirer les drogues douces entièrement de la législation pénale. Mais à l'époque, politiquement, ce n'était pas possible. Vous auriez voulu une légalisation? Oui, je le voulais déjà, uniquement pour les drogues douces. Oui. Mais la légalisation inquiète une partie de la classe politique et le projet est abandonné. Résultat, les consommateurs ont le droit de fumer une marchandise que personne n'a le droit de produire. Et cela dure depuis 40 ans. Il y a une sorte d'idiotie dans le système. Depuis le début, une idiotie qui persiste, celle de la porte d'entrée et de la porte arrière du magasin. Vous le savez sans doute, la porte arrière est le fait que les propriétaires n'ont pas le droit d'acheter auprès des cultivateurs. Cependant, ils ont le droit de vendre à des clients, à condition qu'il s'agisse de petites quantités. Il y a une incohérence, quelque chose de vraiment absurde. La solution, c'est la légalisation totale du cannabis. Cette politique incohérente a laissé le champ libre au crime organisé. Dans les années 80, le cannabis, le hashish qu'on interceptait dans les saisies exceptionnelles, était souvent importé du Maroc. Mais aujourd'hui, aux Pays-Bas, nous n'importons quasiment plus rien. Actuellement, on constate que la production se fait sur place, dans l'économie souterraine, dans des containers, mais aussi à l'extérieur, dans des étables abandonnées où sont installées des pépinières professionnelles. Résultat, les règlements de compte liés au commerce de la drogue sont de plus en plus fréquents aux Pays-Bas. Face à la multiplication des règlements de compte, des élus locaux demandent un changement de cap. J'ai toujours dit qu'avec cette politique ambiguë de tolérance vis-à-vis du cannabis, les autorités ont déroulé le tapis rouge au crime organisé. Et du coup, vous proposez quoi? Que nous allions au bout du système, que nous finissions la politique de tolérance commencée dans les années 70. Faire en sorte que la porte arrière ne soit plus dépendante du marché illégal. Nous assurer qu'il existe des structures où ces produits peuvent être cultivés. Des sociétés qui obtiennent une licence de l'État. À partir de 2020, une dizaine de villes mettront en place une filière d'approvisionnement officielle. Une légalisation à échelle réduite. Si l'expérience est concluante, elle pourrait être élargie à l'ensemble du pays. En attendant, l'ancien pays pionnier est à la traîne sur les États légalisateurs. Aux États-Unis, en revanche, rien ne semble pouvoir arrêter la vague de légalisation. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a légalisé la marijuana dans le Michigan. Le oui l'emporte avec 55% des voix. On l'a fait, on a gagné. Le Michigan est la 10e victoire du cannabis récréatif. On a gagné, putain. Pour cette campagne, ils ont rassemblé 3 700 000 $, beaucoup plus que le camp du non. Our speaker and guest of honor, Dr. Kevin Sabet, thank you. Les opposants ne disposaient que de 2 700 000 $, une somme insuffisante pour espérer gagner une telle campagne aux États-Unis. Cette campagne a été très intéressante jusqu'à présent. Malheureusement, souvent, l'argent apporte la victoire. C'est l'histoire de David et Goliath. Nous nous battons contre une industrie très puissante à l'échelle nationale. Si Kevin Sabet perd autant de campagnes, c'est aussi parce que le camp de la légalisation doit beaucoup à 3 milliardaires. John Sperling, qui a créé des universités privées. Peter Lewis, patron de sociétés d'assurance.
De son vivant, il a donné 40 millions pour soutenir la légalisation. Et George Soros, depuis les années 90, ce financier a consacré 80 millions de dollars pour changer la politique des drogues. Des dons purement philanthropiques. Ni George Soros ni les deux autres milliardaires n'ont d'intérêt économique dans l'industrie de la marijuana. Une grande partie des dons de George Soros vont à une ONG, la Drug Policy Alliance. Une organisation fondée par Ethan Nadelman. En 1988, ce professeur de l'université de Princeton réclame la légalisation du cannabis. Une idée révolutionnaire à l'époque. Legalization does not mean some libertarian scenario of free drugs available to everybody. What it means is looking for alternatives to the current policies. That's what's important. The vast majority of Americans are not going to become drug addicts, even if drugs are legal. Professor Nadelman, you've raised... Je crois que personne ne devrait être puni ou discriminé sur le seul principe de la drogue qu'il met dans son corps. Ma conviction morale fondamentale, qui est, je crois, fondée sur les droits de l'homme, c'est que l'État ne devrait pas avoir le droit de priver quelqu'un de sa liberté, de ses biens, de sa famille, simplement parce qu'il prend de la drogue. C'est ma conviction profonde, et c'est celle de bon nombre des principaux militants. Quelques années plus tard, le professeur va pouvoir passer des discours aux actes. À l'été 1992, j'ai reçu un appel d'un certain George Soros, qui m'invitait à déjeuner. Et Soros n'était pas encore très célèbre. À l'époque, George Soros a fondé l'Open Society Institute, une fondation philanthropique qui soutient la démocratie dans les pays d'Europe de l'Est. Mais jusque-là, il ne s'est jamais intéressé aux drogues. Soros et moi avons déjeuné à son bureau durant l'été 92 et avons passé 2 heures à discuter. Je lui ai expliqué certains aspects de la question des drogues. À la fin, il me regarde et me dit « Écoutez, je vois que nous sommes d'accord sur les points fondamentaux, même si nous avons nos divergences. Je suis un homme très occupé, mais j'ai des ressources substantielles. Je vais vous donner les moyens d'atteindre nos objectifs communs. » Ethan Nadelman veut légaliser le cannabis récréatif. Mais à l'époque, l'opinion publique n'est pas prête. Il décide alors d'organiser des référendums sur le cannabis médical. Soros était favorable à l'usage médical de la marijuana. Non pas parce qu'il était en faveur d'une légalisation plus large, à l'époque il ne l'était pas, mais parce qu'il y voyait un croisement entre son souhait de mettre fin à la guerre contre la drogue et une autre de ses préoccupations, mourir dans la dignité. Lorsque nous avons lancé la campagne sur la marijuana médicale, nous devions en changer l'image. Et cela impliquait de prendre une femme de 55 ans qui venait de subir une chimiothérapie pour son cancer du sein et qui utilisait de la marijuana pour supporter les nausées ou la perte d'appétit. Cela signifiait trouver un jeune homme atteint de sclérose en plaques et en fauteuil roulant, pour qui fumer de la marijuana était un moyen de réduire la douleur provoquée par ses spasmes dans les jambes. Nous avons donc identifié des personnes, de vraies personnes, pour qui la marijuana était médicalement bénéfique et qui étaient très sympathiques aux yeux du public. Et ils sont devenus le visage de la campagne. Parce que le fait est que quand des personnes comme celle-ci, qui sont de véritables malades et des adultes responsables, témoignent devant des élus d'un État ou d'un Congrès et arrivent en fauteuil roulant, même les républicains les plus froids, leurs yeux se remplissent de larmes en entendant leur histoire. Et voici comment, en 20 ans, la plante a été dédiabolisée. Cette stratégie a conduit plus de 30 États américains à légaliser l'usage thérapeutique du cannabis. C'est souvent la première étape avant une légalisation totale. C'est agréable, arrivé à 60 ans, de pouvoir se poser et se dire que nous avons gagné. Et que nous ne gagnons pas seulement pour la marijuana,
mais plus largement pour faire reculer la guerre contre la drogue. Je me sens comme les personnes impliquées dans le mouvement des droits civiques, ou le mouvement des droits des femmes, ou le mouvement des droits des homosexuels. J'ai l'impression, comme eux, d'avoir eu un rôle d'avant-garde dans le changement de notre pays et du monde. J'en suis très très heureux. L'initiative de légaliser vient parfois du plus haut niveau de l'État. C'est ce qui s'est passé en Uruguay, le premier pays à avoir légalisé le cannabis récréatif en 2013. L'Uruguay est situé entre les deux géants d'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine, aux politiques très conservatrices en matière de drogue. Dans ce pays épargné par les cartels, l'apparition d'une délinquance liée au marché noir lance le débat sur la légalisation. En 2012, il y a eu une vague de règlements de compte en Uruguay. Dans la plupart des cas, il s'agissait de jeunes tués dans des affrontements entre gangs ou des guerres de territoire. C'est pourquoi il était clair qu'il fallait réglementer l'accès au cannabis et le séparer du trafic. À l'époque, un ancien guérillero d'extrême gauche a été élu président, Pepe Mujica. Pepe Mujica déclenche plusieurs réformes progressistes. La légalisation de l'avortement, le mariage homosexuel et la loi sur le cannabis. George Soros décide de soutenir cette dernière initiative. Immédiatement, mon organisation envoie des équipes en Uruguay et un de mes collègues décide de s'installer à Montevideo pour aider à organiser la campagne de sensibilisation du public uruguayen. Et nos experts juridiques se rendent à Montevideo pour organiser des séminaires pour les gens sur place. Le soutien de George Soros va plus loin. Il s'affiche publiquement avec le président Mujica, de passage à New York. Deux hommes que tout oppose, réunis par une même envie de changer la politique des drogues. J'étais là. Il y avait Soros et Mujica, et moi, et le bras droit de Mujica, Diego Canepa, son chef d'état-major. Donc on s'est rencontrés tous les quatre. Et c'était, comment dire, deux personnalités très différentes, Soros et Mujica. Mujica, il a sa propre personnalité. C'est un ancien guérillero, un peu têtu. En fait, je pense qu'ils étaient un peu curieux de se rencontrer. Trois mois plus tard, c'est le moment qui surprend le monde entier. Le Parlement uruguayen vote la légalisation. Han votado 29 senadores, 16 lo han hecho por la afirmativa y 13 lo han hecho por la negativa. Queda aprobado en general el proyecto de ley. El Senado ingresa a la discusión. L'Uruguay devient le premier pays à rompre avec la Convention de l'ONU qui interdit la marijuana. Une date historique dans l'histoire des drogues. Aujourd'hui, la loi fait consensus, même au plus haut niveau de la police nationale. Je crois que la marijuana est avant tout une question de santé publique. Le monde entier devrait voir les choses comme cela et les aborder de la sorte, plutôt que sous l'angle de l'action policière dans un état de droit. Quel bilan tirer aujourd'hui de la légalisation uruguayenne? Le pays a choisi un modèle de régulation unique au monde. Un système non commercial. Pour éviter le tourisme des drogues, ici, il n'y a pas de coffee shop, pas de magasin comme aux Pays-Bas ou au Colorado. Pour se procurer du cannabis, les citoyens ont le choix entre trois filières. La première, c'est la culture pour sa propre consommation. La loi autorise 6 plants par foyer.
Ça demande du travail, quelques heures par jour. Mais je suis déjà largement rétribué, rien qu'en épargnant ce que je dépensais au marché noir. C'est remboursé à 100%, ça c'est clair. Pour ceux qui n'ont pas la main verte, il est possible d'adhérer à un cannabis club. Celui-ci est tenu par un ancien dealer et cultivateur clandestin. Ici, on ne produit pas pour des clients. Seuls les adhérents se partagent la récolte. La loi limite les membres à 45 pour éviter les dérives commerciales. En ce moment, on est en plein processus de récolte. On a là une équipe de collègues en train de travailler. Il y en a qui sont adhérents du club. Certains préfèrent payer leur consommation de marijuana en travaillant. Je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis un simple jardinier. Je perçois un salaire qui est juste au-dessus du salaire minimum. Au contraire du Colorado, ici la consommation est contrôlée par l'État pour des raisons de santé publique. 40 grammes par mois maximum. Si quelqu'un veut en avoir plus, il inscrit aussi son conjoint et ils obtiennent 40 grammes chacun de manière toujours légale. Enfin, si vraiment ils en ont besoin. Mais franchement, c'est très difficile d'arriver à fumer 40 grammes de bonne marijuana par mois. Il faudrait vraiment être un animal. Il existe un troisième canal d'approvisionnement, les pharmacies. Chaque semaine, l'État livre 3 kilos de cannabis à cette pharmacienne, sous forme de petits sachets. Le jour de la livraison, la pharmacie ne désemplit pas. L'Uruguay est le seul pays au monde où ce mode de distribution existe. L'idée est venue des pharmaciens eux-mêmes. Depuis toujours, on vend des psychotropes en pharmacie. Donc moi, je ne fais qu'ajouter un produit supplémentaire à mon magasin. Sativa ou Indica? Sativa. Vous avez droit à 40 grammes mensuels. Mais ce que vous n'avez pas pris la semaine dernière, il n'est pas possible de le prendre maintenant. Ok, donc c'est 10 grammes par semaine. 10 grammes par semaine, exactement. Positionnez votre pouce. Non, le pouce. Pour pouvoir acheter, les clients doivent s'inscrire dans un fichier national anonyme qui fonctionne avec les empreintes digitales. Le logiciel vérifie que personne ne dépasse les 10 grammes hebdomadaires auxquels il a droit. Par exemple, le monsieur ici vient d'acheter sa dose aujourd'hui, jeudi, à 12h36. Alors il ne pourra pas revenir avant jeudi prochain, à la même heure. Même le taux de THC est fixé par l'État. Il est jusqu'à 4 fois moins élevé que celui du marché légal américain. On a mis sur le marché des variétés à psychoactivité moyenne ou basse, pas plus importantes que celles qui existaient sur le marché illégal avant l'entrée en vigueur de la loi. C'est un produit de bien meilleure qualité, garanti sans métaux lourds, sans champignons ni micro-organismes. Il subit des contrôles de santé publique très stricts. Malgré les apparences, la légalisation n'a pas encore tenu toutes ses promesses. Les pharmacies écoulent leur stock en moins d'une journée. Le marché noir fournit toujours la majorité de la marijuana consommée en Uruguay. Dans ce quartier pauvre, éloigné du centre-ville de Montevideo, les habitants s'approvisionnent sur les deux marchés, illégal et légal. Regarde, j'ai la liste des pharmacies. J'en ai 4 et il y en a une nouvelle qui vient de se rajouter. Tu vois? Regarde, celle-ci dit « plus de cannabis ». Celle-ci t'annonce que les jours de vente seront les vendredis. Celle-là te dit simplement qu'il y a rupture de stock. Et quand il y en a, elle indique le stock de cannabis et la variété.
En cas de rupture de stock, il reste le marché noir. Ça, c'est de la marijuana illégale. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dirait de la terre, non? Il y a des bouts de tête, des graines, quelques tiges, des feuilles. Ils mettent des grandes feuilles. Tu vois, ça casse. On dirait du liège. Ça doit bien te faire un effet. Ça a quand même un peu de THC. Maintenant, quand je fume ça, je tombe dans les pommes. Bah oui, avec toutes ces choses nocives. Avant tout ça, t'en avais rien à faire. Tu le fumais quand même. Mais maintenant, c'est comme avec le vin. Quand tu goûtes un bon vin et après tu passes au cubi, ça t'arrache la gorge. Tu vois, tout ça pour dire que je la garde pour les périodes de pénurie. D'où vient cette pénurie? La réponse se trouve sur le lieu de production. La marijuana vendue en pharmacie est cultivée dans ces serres, sur un terrain militaire interdit au public. L'État uruguayen a confié la production nationale à 2 entreprises privées, Symbiosis et ICC Labs. Mais dans un souci de santé publique, l'État a provisoirement limité la production à 4 tonnes par an. Il en faudrait au moins 6 fois plus. À la tête de ces entreprises, 2 nouveaux venus dans le monde du cannabis. Francisco Ortiz von Bismarck, descendant du chancelier allemand. Habitué des journaux People, il est soupçonné d'évasion fiscale en Espagne et possède plusieurs entreprises dans des paradis fiscaux. Et Juan Sartori, un entrepreneur uruguayen qui a fait fortune dans l'agriculture et la finance. Actionnaire d'un club de foot anglais, il est marié à la fille de l'oligarque russe Dimitri Ribolovlev, président de l'AS Monaco. Ce qui intéresse ces hommes d'affaires, ce n'est pas le petit marché uruguayen encadré par les pouvoirs publics. C'est ce qu'on découvre sur cette vidéo promotionnelle. Sur ces terrains loués à l'État, la société ICC Labs cultive une variété médicale de cannabis à destination du marché international. Une affaire prometteuse. D'après ces documents confidentiels d'analystes financiers, son chiffre d'affaires pourrait passer de 600 000 $ en 2017 à plus de 160 millions en 2020. Ces entrepreneurs ont compris que l'avenir de la filière, c'est le CBD, la molécule thérapeutique contenue dans la plante. La légalisation permet de redécouvrir un trésor oublié, les vertus médicinales de la plante, connues depuis l'Antiquité. On l'utilisait alors contre la perte d'appétit ou contre l'épilepsie. Jusqu'au début du XXe siècle, elle faisait partie de la pharmacopée mondiale. De plus en plus de pays autorisent de nouveau l'usage médical du cannabis. Une 40aine dans le monde, dont la moitié en Europe. La Suisse a pris la tête du secteur du CBD. Près du lac de Constance, ce champ de 5 hectares produit chaque année plus de 2 tonnes de cannabis. C'est un des rares champs de cannabis légaux en Europe. Les variétés cultivées ici ont été sélectionnées pour leur forte teneur en CBD. Claudia Ziresnaut dirige l'entreprise qui cultive ces plantes. Salut Nick. Salut. Tout va bien? Ouais. Super. La récolte obéit aux règles d'hygiène et de qualité pratiquées dans l'agroalimentaire. D'abord, on enlève ces feuilles qui sont un peu plus grandes. Et ensuite, Nick va couper la tige à environ 30 cm du haut. On fait ça directement sur la plante pour que ce soit moins agressif pour la fleur. Biologiste de formation,
Claudia Ziresnaut a créé une société dédiée au cannabis médical. Elle a flairé la bonne affaire. Je viens de l'industrie pharmaceutique. J'ai toujours travaillé pour diverses sociétés, chez Boehringer, chez Roche, toujours en charge de l'international. J'ai été biberonnée par l'industrie pharmaceutique classique pendant de très nombreuses années. Comme la légalisation du cannabis s'étend un peu partout, le marché mondial va également très fortement augmenter, notamment en ce qui concerne la production de CBD. C'est ce marché-là qui est amené à s'accroître fortement. Depuis quelques années, le CBD s'introduit dans les rayons parapharmacie, cosmétiques et bien-être. Le cannabis touche une nouvelle clientèle. Voici de la crème, du baume à base de cannabis à appliquer sur la peau. Et ici, vous avez 2 teintures différentes. Ensuite, nous avons du thé, vendu en pharmacie. Normalement, tous les produits Medropharm sont disponibles en pharmacie en Suisse. Alors voilà le chewing-gum qui est également vendu en Suisse et qui est disponible aussi en Europe. Là, nous avons tout autre chose. Des médicaments pour les animaux. Nous recevons actuellement de très bons retours du marché allemand. On vend beaucoup de flacons. La demande chez les propriétaires de chiens et de chats est très forte. Ça marche très bien. Claudia Ziresnaut a de plus grandes ambitions. Hello, Francisco. Elle voudrait faire breveter de véritables médicaments. Pour cela, elle fait réaliser des études cliniques en Amérique du Sud. La majorité des patients s'orientent vers des teintures, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, dirons-nous. Les gouttes sont très faciles d'utilisation. Ok, merci, à bientôt. Nous avons évidemment besoin de faire des essais cliniques. C'est ce que nous avons commencé à faire. Je ne peux malheureusement pas vous révéler le lieu exact où nous effectuons ces essais, ni sur quel traitement cela porte, parce que nous voulons garder tout cela confidentiel. Si elle y croit, c'est parce qu'il existe déjà 3 médicaments à base de cannabis dans le monde. Ils sont prescrits aux malades souffrant de sclérose en plaques ou aux épileptiques. Un marché est à prendre avant que les géants de l'industrie pharmaceutique ne s'y intéressent. Pour le moment, l'industrie pharmaceutique reste très prudente. Elle observe. Je suis sûre de ce qui va se passer. L'industrie pharmaceutique va obligatoirement devoir se pencher sur les propriétés analgésiques de la plante. Et bientôt, même les grands groupes pharmaceutiques redécouvriront le cannabis en tant que plante médicinale. L'heure des multinationales du cannabis a déjà commencé. Au Canada. En 2018, le Canada est le premier pays du G7 à légaliser tous les usages du cannabis à l'échelle nationale. Une promesse de campagne du candidat Justin Trudeau. De la façon correcte, en protégeant nos jeunes, en assurant qu'on n'envoie pas des milliards de dollars dans les poches du crime organisé comme on le fait actuellement. C'est la seule façon de protéger nos jeunes, de protéger nos communautés. Et c'est ce que nous allons faire comme promis. Mais à qui profite vraiment la légalisation aujourd'hui? Chaque province peut appliquer la loi de manière restrictive. Au Québec, comme pour l'alcool, des magasins d'État ont le monopole des ventes et fixent le prix. À partir de 5,25 $ le gramme à l'ouverture du marché. À peine plus qu'au marché noir. Mais certains militants de la première heure s'estiment lésés. Achetez un drapeau illégal du Québec avec la feuille de cannabis. Vous ne pouvez pas acheter ces objets au Québec. Toute promotion du cannabis est illégale. Marc Emery a passé plusieurs années en prison pour avoir vendu de la marijuana au temps de son interdiction. Il dénonce l'accaparement de la production par quelques grands groupes. Le gouvernement a en effet interdit aux citoyens de cultiver eux-mêmes pour éviter les risques de revente.
Nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. La situation au Québec est le contraire de ce que nous voulons. Quand je faisais campagne pendant toutes ces années pour changer les lois, c'était pour que les gens ordinaires puissent vendre de la marijuana, puissent cultiver de la marijuana. Toutes ces personnes accusées d'infraction, c'est elles que j'essayais de rendre libres. Je n'essayais pas d'aider les grands hommes d'affaires à gagner de l'argent en devenant des grands producteurs capitalistes de cannabis industriel. Je ne me suis pas battu contre le gouvernement du Québec qui nous poursuivait pour qu'il ait le monopole aujourd'hui et nous vende son cannabis industriel dégueulasse, alors que le reste d'entre nous n'a toujours pas le droit de cultiver ou de vendre du cannabis. C'est la pire des légalisations qui pouvait arriver. L'ironie, c'est que la seule chose que je fais en ce moment qui ne soit pas illégale, c'est de fumer un joint. C'est quand même incroyable. Le drapeau est illégal, mais le joint est légal. C'est dingue. Les Canadiens sont parmi les plus gros fumeurs de cannabis, le pot, comme on l'appelle ici. Leur consommation annuelle est estimée à 5 milliards de dollars canadiens et pourrait bientôt égaler le secteur du vin. Plus d'une centaine de producteurs se partagent le marché. Mais l'origine de certains financements pose problème. Nous, bureau d'enquête du Journal de Montréal, avant même la légalisation, nous avons identifié qu'il y avait pour environ 165 millions de dollars en provenance de paradis fiscaux qui avaient été investis dans des producteurs de cannabis canadiens autorisés. On avait une myriade de petites îles, qu'on parle des îles Seychelles, qu'on parle des îles Marshall, Curaçao dans les Antilles néerlandaises, des endroits très, très petits, des paradis fiscaux très exotiques, disons, qui avaient financé l'industrie. À la suite de notre reportage, qui était au début 2018, le Sénat canadien a réagi pour tenter de faire amender la loi pour la légalisation du cannabis, de manière à ce qu'on puisse avoir le portrait transparent de qui se trouve derrière les investissements offshore. Par contre, le gouvernement n'a pas accepté cet amendement-là, donc ça n'a pas été adopté. Donc, on n'a toujours pas plus d'informations. Plus de 300 millions de dollars canadiens en provenance de paradis fiscaux financent aujourd'hui le secteur du cannabis. Des fonds qui échappent à la fiscalité canadienne. Quand on parle d'un segment de l'économie qui a été légalisé justement pour apporter des recettes au niveau du gouvernement, de penser que c'est seulement le petit consommateur qui va payer les taxes sur le produit et que les investisseurs aux poches profondes, eux, vont profiter d'une optimisation fiscale très, très poussée. Encore là, ça soulève des questions. Les relations entre l'industrie du cannabis et le pouvoir soulèvent elles aussi des questions. Plusieurs membres du parti de Justin Trudeau ont quitté la politique pour se lancer dans le cannabis. On a, par exemple, Chuck Rifici, qui est bien connu, qui est un peu surnommé comme le parrain du cannabis au Canada, donc qui est l'ancien directeur des finances du Parti libéral. D'autres noms également surgissent. On peut penser à Martin Cochon, l'ancien ministre libéral de la Justice. On a également Adam Miron, qui est l'ancien directeur national du Parti libéral du Canada. Donc, ça fait jaser beaucoup. Pourquoi autant de gens qui ont des liens politiques, des connexions politiques se retrouvent à des endroits stratégiques dans l'industrie du cannabis? Interdit il y a peu, le cannabis entre de plain pied dans l'univers de la grande consommation et du capitalisme financier. Le leader mondial, c'est Canopy Growth. Sa marque phare, Tweed, a été lancée par Chuck Rifici, l'ancien directeur des finances du Parti libéral, devenu le fameux parrain du cannabis. Et Bruce Linton, un entrepreneur des nouvelles technologies qui a anticipé dès 2013 la future légalisation. J'ai passé une journée à réfléchir aux nouvelles règles et j'ai démarré une entreprise de marijuana n'ayant jamais acheté de marijuana. J'ai contacté 4 personnes pour qu'elles me rejoignent et elles m'ont toutes répondu « C'est la pire idée que tu aies jamais eue ». Et à la fin de la journée, j'ai décidé de lancer une entreprise de marijuana. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Avec Bruce Linton,
le cannabis entre dans une nouvelle ère. Le stade industriel, le travail à la chaîne et la production de masse. Son usine produit la plus importante récolte de cannabis légal de l'histoire. Environ 80 tonnes par an, 20 fois celle de l'Uruguay. Chacun de ces sacs vaut 10 000 $. Cotée en bourse, la start-up valait déjà 15 milliards de dollars canadiens au premier jour de la légalisation. Presque autant que Carrefour ou Veolia. Une valeur boursière obtenue grâce au groupe d'alcool américain Constellation. Ce géant du secteur de la bière et du vin a investi 5 milliards de dollars canadiens pour devenir actionnaire principal de Canopy et prendre part à la fête. Ce qu'ils voulaient, c'était une opportunité de croissance continue. Si vous êtes dans le secteur de l'alcool et que vous craignez que l'industrie du cannabis médical ou récréatif ne perturbe votre activité, alors vous devriez acheter des sociétés de cette industrie. Ce qui a motivé Constellation pour cette transaction de 4 milliards de dollars américains, c'est que Constellation a considéré que ce que nous faisons allait changer la donne dans de nombreux marchés. Les produits pharmaceutiques, les soins pour animaux de compagnie, l'alcool, la récupération après le sport. Plusieurs experts estiment que ce secteur représente un chiffre d'affaires annuel total de 500 milliards de dollars. L'engouement pour le cannabis repose sur un pari. Le pari que de nombreux extraits de la plante entreront bientôt dans les rayons de nos supermarchés. Car le cannabis ne se résume pas à 2 molécules. Il en contient en réalité des dizaines. Chacune a des effets spécifiques sur l'organisme. Un potentiel encore inexploité qui laisse présager une multitude de débouchés commerciaux. Nous allons prendre un verre, vous et moi. Revenez au Canada dans un an environ. Je vous verserai un grand verre de Tweed and Tonic. Vous verrez, ça sentira un peu le pain. Ça ne vous donnera pas de mal de tête du fait de la déshydratation. Ça vous rendra un peu euphorique après 14, 13, 12, 16 minutes. Ce sera faiblement dosé. Vous garderez le contrôle. Vous vous sentirez juste confiant et positif. Le cannabis sera-t-il l'Eldorado annoncé? Plusieurs multinationales en semblent convaincues. Heineken a racheté le brasseur américain Lagunitas et lancé des boissons sans alcool à base de cannabis. Le brasseur canadien Molson Coors et Exo vont eux aussi produire des boissons au cannabis. Altria, propriétaire de Marlboro, a investi 1,5 milliard d'euros dans Cronos. Le monstre à 3 têtes. L'alcool, le tabac et la marijuana. L'alcool est une industrie qui tue 100 000 personnes par an. Et ils savent se vendre auprès des étudiants. Ils savent comment commercialiser leurs produits dans le monde entier. Et je crains que s'ils se marient avec la marijuana, ce ne soit une double menace. Je crains aussi que l'industrie du tabac ne s'empare de la marijuana. Ils ont des membres de leur conseil d'administration qui siègent au conseil d'administration d'entreprises de marijuana. L'alcool et le tabac, ce sont les 2 industries mondiales qui ont été désastreuses pour la santé et la sécurité publique. Pourquoi voudrions-nous imiter l'alcool et le tabac? Pour les États qui souhaitent légaliser, il est encore temps de définir leur propre forme de régulation. Quelque part entre un modèle étatique soucieux de santé publique, comme en Uruguay, et un modèle commercial à l'anglo-saxonne qui fait la part belle à l'industrie. La légalisation de la marijuana a produit beaucoup de bonnes choses. Mais l'un des points négatifs, c'est que l'argent généré ne le sera pas pour les pauvres, qu'ils soient blancs, noirs ou métis. Ceux qui cultivaient, fabriquaient, produisaient, vendaient le produit. De plus en plus, cette industrie sera dominée par des gens qui n'ont aucun lien personnel avec la marijuana, qui y voient simplement une marchandise, une autre occasion de gagner de l'argent. Et j'ai pas passé toute ma vie à me battre pour la légalisation de la marijuana pour que ces gens-là s'enrichissent.
Liberalisatie van cannabis. L'Estati du Pato. Du Pato. Whenever you're ready, is drug abuse. Marijuana. It is necessary to